Donc, on est heureux de présenter aujourd'hui l'équipe presque complète. Et, la ville de Brunois et Nicolas Douan, adjoint à l'urbanisme, qui s'excuse aujourd'hui de ne pas pouvoir être parmi nous. Bayer Habitat Humanisme, Sylvie Sédil, responsable du programme Habitat Humanisme d'Île-de-France. Pour la maîtrise d'œuvre, l'équipe Augustin Vol-Vialfond et de l'étude Dumont, les grands architectes, de l'agence, pardon, Dumont, les grands architectes. Grégoire Mouly est LM ingénieur et bureau d'études. Et de la part de l'ECAE, c'est qui a initié la démarche CAE 77. Il nous a rejoint Grégory Dutertre, directrice. Du CEREMA, Emmanuel Leduc, chef des groupes bâtiments par intérim. Et moi, Marcela Concy, architecte conseiller au CAE 91. Et juste pour pouvoir vous situer où se trouve le bâtiment, la ville de Prunois, il est situé à une vingtaine de kilomètres de Paris, 25 à peu près, sur la partie dense du nord de l'Essonne. Il y a un centre historique, c'est autour d'une ville de 26 000 habitants. Et il se trouve un petit centre historique très, très chouette, très, très dynamique. Et donc, si vous regardez la diapo, on voit au nord la gare. Il y a une gare RER direct de Paris, même pas une demi-heure. À 500, 300 mètres, la mairie, tout au centre, dans les cercles jaunes, la mairie de Brunois. Il y a 100 mètres de cette situation, une église, l'église de Saint-Ménard, qui fait que le quartier soit, c'est un quartier protégé, c'est observé par l'architecte des bâtiments de France. Et tout juste en face, et la maison du coin et les 8 logements sociaux, on appelle comme ça euh, la, l'association en rez-de-chaussée, c'est la maison du coin. Je vous donne la parole maintenant à Grégory. C'est à toi pour raconter un peu le début de cette aventure. Bonjour les uns et les autres. Donc effectivement, il y a quelques années, le CAE 77, soufflé un peu par le parc naturel régional, a cherché à instrumenter un bâtiment se rénovant avec un béton de chanvre par l'intérieur. Pourquoi? Parce que le chanvre est une production agricole qui se développe en Seine-et-Marne et en Essonne et que cette filière locale a des capacités d'intérêt et de développement très riches pour l'Île-de-France. Donc l'objectif était d'améliorer les connaissances sur ce matériau, notamment pour la rénovation du bâti ancien, donc construit avant 48 en moellon de pierre. Donc, on a eu la chance d'avoir, entre guillemets, les arrêts de chantier pendant le confinement et donc, le temps de monter une convention avec le CEREMA et à la reprise du chantier, on a pu instrumenter et vous allez en voir les résultats maintenant. Voilà, merci. Bonjour, je suis Sylvie Sédil et je suis responsable d'opération au sein de la maîtrise d'ouvrage de l'association Habitat Humanisme en Île-de-France. Je reprends ce projet après un collègue qui est malheureusement absent pour le moment, j'espère que je ne vais pas raconter de bêtises, mais de ce que je sais de ce projet. C'est la mairie de Brunois qui est à l'initiative de l'opération. En fait, je pense que tout au début, face à la détérioration de cet immeuble situé en plein centre-ville, la commune de Brunois a pris la main avec une politique de préemption. Elle a décidé d'acquérir tous les lots du bâtiment, y compris le commerce au rez-de-chaussée. Ça a pris un certain temps, vous vous en doutez, et surtout le commerce du rez-de-chaussée, ça a été une négociation très difficile, je pense. Parallèlement à ça, nous avions travaillé sur la réhabilitation d'un immeuble à quelques
quelques centaines de mètres de cette opération. Et il y a eu un climat de confiance était établi entre Habitat Humanisme et la ville de Brunoy, qui nous a alors proposé de réaliser des logements sociaux dans ce bâtiment. On a accepté d'étudier l'opération, alors sur un temps long, effectivement, hein, du fait des préemptions qui ont pris un certain temps. Alors à l'origine, c'est vrai qu'on m'a rapporté qu'il y a eu plusieurs scénarios, dont même la démolition du bâtiment, mais rapidement, au vu de la valeur patrimoniale du bâti, il a été décidé de le conserver en accord avec les architectes des bâtiments de France, bien entendu. Et on s'est engagé dans l'étude d'une réhabilitation lourde sur un bâtiment très dégradé. Il se trouve que l'association venait juste de finaliser un chantier à Versailles qui était du même acabit sur un bâtiment patrimonial au plein centre de Versailles et que le résultat était très satisfaisant, que tout le monde était très heureux des logements qu'on avait pu réaliser dans cet immeuble. Donc, comme on le fait dans tous les cas, on a fait, une fois qu'on a eu étudié la faisabilité de l'opération, on a lancé un appel de candidature pour choisir une maîtrise d'œuvre. Et j'avoue qu'on a été assez séduits, tous les participants au jury, de la proposition de l'atelier Dumont et avec le bureau d'études LM Ingénieurs. Ils avaient l'expérience de ce type de mise en œuvre de béton de chanvre et ils avaient enfin voilà, leur sensibilité par rapport à l'approche durable des bâtiments nous a bien plu. Ça correspondait aussi à notre envie à nous de faire mieux, de faire des bâtiments plus vertueux. Donc l'équipe a été retenue. Donc là, l'équipe d'architectes Dumont-Legrand et LM Ingénieurs. Donc ça, c'est un peu l'historique, la toute première historique du projet. Après, en deux mots, je voulais juste présenter très rapidement l'association Habitat Humanisme. Donc, elle s'inscrit dans la lutte contre l'exclusion et l'isolement des personnes en situation de grande précarité. Alors, quelle que soit la raison de la grande précarité, des raisons économiques liées à l'âge, à la santé, au handicap. Elle agit sur l'ensemble du territoire francilien en faveur de l'insertion dans le logement et de la recréation de liens sociaux. L'idée, c'est non seulement de loger des gens, mais aussi de les accompagner et puis de favoriser une ville ouverte à tous. Donc, à l'époque, le projet de Brunoy s'inscrivait dans une stratégie de développement immobilier, de construction, de réhabilitation de ce qu'on appelait les petits collectifs, donc des immeubles qui rassemblaient entre 5 et 15 logements dans des quartiers équilibrés, ça c'est très important, qui répondent aux objectifs de mixité sociale. Et à l'époque, il y avait donc un commerce à rez-de-chaussée et dans les premiers billes, enfin dans les premières années de réflexion de ce projet, on avait gardé un commerce pour l'équilibre financier du projet. Et puis au cours de l'évolution du projet, il nous a semblé plus important de pouvoir garder ce lieu, de l'ouvrir justement sur le quartier. Donc c'est devenu une sorte de tiers-lieu. Enfin, je sais que c'est un nom un peu fourre-tout, mais de fait, c'est un local qui est ouvert sur le quartier, qui sert à la fois à l'animation de nos locataires, mais aussi qui est ouvert à d'autres associations qui peuvent proposer des activités. Donc, dans ce bâtiment, nous, enfin, aujourd'hui, on gère 8 logements qui sont des logements financés en PLAI. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le PLAI, c'est vraiment les logements pour les plus démunis, donc pour des familles qui sont vraiment en grande précarité. Et sur ces 4 logements, il y a 4 logements qui sont gérés en temporaire, c'est-à-dire que c'est des logements une location normale avec un bail 89 et 4 logements que nous, on appelle des logements temporaires, qui sont quelquefois appelés logements passerelles et qui sont utilisés pour loger des gens qui sont vraiment sortis du système du logement et qu'on va accompagner avec un travailleur social et des bénévoles 1 an, 2 ans, 3 ans
pour essayer de les réinsérer dans un quartier. Et le but étant qu'au bout de ce temps d'accompagnement, ils soient en capacité de reprendre un logement social classique. Donc voilà, c'est des loyers, donc les loyers PLAI, hein, c'est des loyers très modestes, autour de 7 euros par mètre carré. Et l'idée, donc, c'est de procurer à ces familles des logements confortables et à des prix modérés et avec des charges, des faibles charges. Voilà donc ce que je peux vous dire grossièrement de l'association, et je pense qu'on a trouvé avec les équipes de maîtrise d'œuvre une une bonne coordination, une bonne entente. Et aujourd'hui, je pense que globalement, les gens sont très heureux d'habiter là, en plein centre-ville de Brunoy. Je passe la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci Sylvie pour cette petite conclusion. Ça fait plaisir de savoir que les habitants vivent bien ce lieu. Et j'aimerais donc je vais présenter rapidement l'agence. Donc on est Dumont Leroy Architecte. On est basé à Paris et à Bordeaux. On est une agence d'une vingtaine de personnes à peu près. Nous on travaille sur les matériaux décarbonés, la décarbonation du bâtiment et l'apport que nous, en tant que maître d'œuvre, on peut avoir là-dedans. Et on fait ça autant dans le neuf que dans les projets de réhabilitation. Et donc, on essaye de trouver des opportunités à chaque fois de développer des sujets et des projets en mettant en œuvre des matériaux qui au début nous amusent et puis qu'on commence à maîtriser petit à petit. Et puis enfin qu'on a envie de pousser de plus en plus. Cette aventure, elle a commencé il y a une dizaine d'années avec le bureau d'études LM Ingénieur, donc c'est Laurent Grégoire-Bouly, euh, autour donc de projets qui ont commencé comme des petits projets en bois, des choses comme ça. Et puis il y a eu une intuition sur le matériau béton de chanvre. Alors moi-même, j'étais pas là à l'époque, mais peut-être que Grégoire pourra raconter pourquoi à un moment ce matériau a intéressé nos deux agences. Mais il y avait à la fois le côté matériel du matériau, le côté résolument naturel, et aussi quelque chose de moins palpable, de plus matériel, qui est plus de l'univers du ressenti. Donc on a livré des opérations en béton de chanvre en 2014, 2015, 2016, dont deux qui sont assez importantes, qui sont une opération de 10 logements individuels groupés au logement de Lausanne, où là on a un complexe de 28 centimètres de chaux chanvre dans une ossature bois. D'accord. Mais Dans notre c'est- projet de réhabilitation d'un immeuble à Paris, donc là on est en réhabilitation lourde d'un patrimoine du XVIIIe siècle. Et là, c'est du béton de chanvre projeté sur une épaisseur de 12 centimètres sur un support moellon. Et ce projet, c'est un peu le grand frère ou la grande sœur du projet Brunois qu'on va présenter aujourd'hui. Marcella, si tu veux bien passer sur la slide suivante. Voilà. Mais avant, je vais te présenter rapidement le chanvre pour qu'on sache un peu de quoi on parle avant de rentrer dans des discussions beaucoup plus techniques tout à l'heure. Donc le chanvre, c'est un matériau naturel qui est cultivé très abondamment en France. C'est une filière très importante. Comme le disait Grégory, c'est une filière locale en Île-de-France, parce qu'on a pas mal de zones où on en plante beaucoup, notamment dans le Gâtinais, qui est juste au sud de l'Essonne, donc juste au sud du territoire où nous avons fait cette réhabilitation. Euh, et puis, il y a des débouchés super nombreux sur ce matériau, donc, sur cette plante, que ça soit pour le paillage, pour le textile, pour la construction, bien sûr, avec des matériaux isolants, et puis pour d'autres usages, des cordes, etc., etc. Également, c'est un puits de carbone. Le chanvre stocke énormément de carbone. Donc, en fait, l'utilisation de cette agriculture en rotation permet de créer des puits de carbone. Et ce carbone restant stocké dans
dans le végétal. En fait, on va comme ça stocker le carbone et le stocker possiblement dans le bâtiment pour une cinquantaine d'années à minima, puisque c'est à peu près la durée de vie d'un bâtiment aujourd'hui. Euh, donc le béton de chanvre en lui-même, c'est de la chaux aérienne qu'on mélange à de la Chunvolt et avec de l'eau. Et si tu veux passer à la slide suivante, Marcella, merci. Et ce mélange fait un mortier qu'on peut donc projeter contre un mur ou qu'on peut projeter couler dans un caisson bois par exemple. Maintenant, on peut en faire des briques aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent se maçonner. Euh, et l'apport du chanvre et ce côté immatériel dont je parlais tout à l'heure, c'est sa qualité intrinsèque qui est sa perspirance et sa qualité de matériau qui permet de faire de la régulation hygrothermique. Donc là, on a un petit schéma qui fait une petite analogie amusante avec le pull en laine. Donc l'été, l'eau va s'évaporer, l'eau qui est stockée dans le mur va s'évaporer. En faisant ça, alors faut pas que je me trompe. En faisant ça, elle va absorber de la chaleur et donc elle va créer une sensation de fraîcheur dans le logement. Donc pour le confort d'été, on a un avantage majeur et en plus on a un stockage d'un surplus d'humidité. Et l'hiver, à l'inverse, l'eau va condenser dans le mur, et donc il va y avoir création d'énergie dans ce processus qui est vraiment moléculaire. Et donc le mur va être chaud, on va pas avoir de sensation de paroi froide, et donc on va avoir l'impression d'avoir plus chaud dans notre logement. Donc on n'est pas forcément sur un matériau performant, on n'est pas dans ce discours-là, mais on est plutôt sur un matériau où l'atmosphère est plus importante. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Grégoire parce que je serais incapable de commenter ces, ces courbes. Donc, bonjour à tous, c'est Grégoire Mouly, donc bureau d'études et ingénieur. Nous, pour vous dire un tout petit mot et compléter ce que disait Augustin, on travaille sur ces questions de matériaux biosourcés, je sais, depuis pas mal de temps maintenant, presque une vingtaine d'années. Et pourquoi? C'est aussi parce qu'on a une particularité, c'est qu'on traite à la fois les questions de structure et de thermique, et donc on aborde la question environnementale par la question constructive. Et donc, assez rapidement, dans notre parcours, on est tombé voilà, sur le matériau béton de chanvre, sur des chutes de réhabilitation, ce qui nous a permis d'essayer de le mettre en avant voilà, lors de différents projets, que ce soit dans le neuf ou dans la réhabilitation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce projet de la Huchette avec Dumont-le-Grand, sur lequel on a pu le mettre en œuvre en réhabilitation pour la première fois. Donc, procédé qu'on a prolongé ensuite, comme on l'a vu là sur le projet de Brunois. Pour commenter un tout petit peu et compléter ce que disait Augustin sur le béton de chanvre, le béton de chanvre, c'est un matériau qui a un comportement hygrothermique spécifique, un peu particulier. Grosso modo, c'est un matériau qui se comporte un peu comme une éponge et il a la particularité d'à la fois isoler les murs, dans notre cas, en tout cas dans le cas d'isolation par l'intérieur, et d'apporter de l'inertie. Voilà. L'inertie, il l'apporte notamment par un comportement spécifique avec la vapeur d'eau. Ce qu'explique Augustin, et devant les yeux, vous avez un petit schéma qui illustre ça, et c'est un peu ce qu'on va essayer de démontrer, enfin, qu'on va essayer de retrouver dans l'expérimentation de Brunois, c'est d'apporter des précisions sur ce comportement spécifique du béton de chanvre. Donc, on a un petit diagramme de température au sein d'un mur en béton de chanvre d'une épaisseur de 30 cm, dans lequel on a une température extérieure de 5 degrés et intérieure de 20, donc 5 degrés à gauche et 20 degrés à droite. Vous voyez les courbes qui évoluent. En rouge, on a la température et en vert, l'humidité. Donc, avant voilà, sans trop rentrer dans le détail, ce que vous pouvez remarquer, je pense assez facilement, c'est qu'on serait censé avoir dans un matériau homogène une courbe de température dans le mur et d'humidité qui est, surtout de température, qui est linéaire, qui fait un trait droit entre l'entrée et la sortie du mur. Et là, on observe que dans les 8 premiers centimètres, il y a une cassure dans la température et l'humidité, il y a une non-linéarité. Voilà, c'est exactement ce qu'expliquait Augustin, c'est ce phénomène de matériaux à changement de phase, entre guillemets, dans lequel on a un comportement, par exemple en hiver, où la vapeur d'eau va migrer de l'intérieur du mur vers l'extérieur, et en se refroidissant dans l'épaisseur du béton de chanvre, elle va condenser, et en condensant, dégager de la chaleur. Donc la chaleur latente de condensation
qui va faire que le mur va être plus chaud dans les premiers centimètres. Et c'est un peu ce qu'on se voit sur ce diagramme, qui d'ailleurs est une étude réalisée par Mike Lawrence à l'Université de Bath en Angleterre. Voilà. Et on va continuer du coup là dans la présentation du projet, puis on va revenir sur ce type d'explication là par la suite. Voilà, donc Lucien, je te laisse prendre la main. Merci. Je crois qu'il y avait un autre slide un Ah, peu. il y avait un autre petit slide. Ouais, pour expliquer, c'est vrai, pourquoi est-ce que le béton de chanvre il est si particulier? C'est lié à une structure très particulière qui est vraiment une structure microporeuse, voire nanoporeuse. Et ce que vous voyez en grossi là au microscope, c'est la structure de la chaîne Watt, donc la paille de chanvre, qui, comme le disait Augustin, mélangée avec de la chaux et de l'eau, donne le béton de chanvre. Donc, vous voyez cette composition faite de petits trous, et dans ces petits trous, encore des petits trous. Là, notamment, on peut comprendre la différence entre, par exemple, la paille et le chanvre. C'est cette structure microporeuse dans le béton de chanvre qui fait que les phénomènes de changement de phase vont se placer à des conditions de température et d'humidité différentes de celles des conditions courantes en temps normal. Voilà, ce qui explique ces changements de phase et le fait que le chanvre a une capacité à réguler lui-même l'eau qui est à l'intérieur de lui. Voilà. Donc c'est vraiment un comportement spécifique propre à cette structure microporeuse. Merci, Benoît. Je reprends tout à l'heure, je crois que c'est Sylvie Seydi qui disait qu'il y avait vraiment eu des concours de circonstances qui ont rendu plein de choses possibles sur le projet. Et effectivement, en fait, je pense qu'on s'imaginait pas que personne n'imaginait ni le maître d'ouvrage en rédigeant son règlement de concours ou nous en y répondant, on serait là aujourd'hui, bientôt 8 ans plus tard, à toujours présenter les leçons qu'ont pu humblement nous donner ce petit projet. Donc rapidement, pour l'historique, nous on a été mis en contact avec Habitat Humanisme grâce à leur réseau de bénévoles, puisqu'on a été amené à rencontrer un ancien architecte qui était AMO pour Habitat Humanisme. On a croisé sur un projet sur lequel on réfléchissait à éventuellement isoler un bâti ancien en béton de chanvre. Cette rencontre fortuite a permis à cette AMO d'aller voir Habitat Humanisme et de leur dire, bah, écoutez, moi j'ai dit à ces architectes de répondre, ils ont des idées et ça pourrait vous intéresser. Et à partir de là, on a développé le projet ensemble, on a accompagné Habitat Humanisme dans une démarche environnementale forte. Je pense que je pense ils ont une expérience de la réhabilitation, mais l'expérience d'une construction décarbonée, que ce soit en termes de technique, de coûts, etc., n'était pas encore forcément tout à fait acquise chez eux. Donc en fait, on a beaucoup appris ensemble. Moi également, puisque c'était un peu le premier projet que j'ai suivi suite à mes études. Et puis on a lancé un chantier en 2019. 6 mois plus tard, tout a été arrêté pour cause de pandémie. Et c'est là que je crois que c'était Tradical qui est venu en contact avec. Ah, on m'entend pas? Excusez-moi. Si je parle un peu plus fort, c'est mieux? C'est bien? Ouais, ça va Ouais, là. c'est Ouais. bon. Mm. Ok. Euh, donc un chantier arrêté, mais qui a permis à Tradical, qui est l'entreprise qui fournissait le mélange chaud-chambre, de rentrer en contact avec LM Ingénieur et les CAUE 77 et 91 qui cherchaient des projets à instrumenter, notamment des projets de réhabilitation en béton de chanvre. Donc en fait, à partir de là, le chantier s'est transformé en un chantier expérimental sur lequel on a travaillé, on a rencontré de nouveaux acteurs et on a réfléchi à comment est-ce qu'on met des sondes dans une paroi en chanvre, comment est-ce qu'on adapte le projet éventuellement, etc., etc. Donc c'est ce que je vais un peu vous montrer par des images du chantier. Si tu peux marcher là, passer là. Oui,
Tu me permets juste de rajouter, Augustin, de la frise en bas parce que c'est, comme tu viens de le dire, c'est une histoire qui s'est déroulée par certaines circonstances. Mais quand les CAE, ils ont commencé à intervenir pour pouvoir mener cette instrumentation, on a tenu depuis le début de pouvoir sensibiliser. À l'époque, c'était pas moi, c'était une collègue qui était au CAE et Charlotte Covert qui avait mené toute la première sensibilisation des visites de chantier, qu'on l'a mené aussi avec le CAE 77. Et c'était à partir des premiers résultats, une fois que les habitations ont été occupées, on parle de novembre 2021, donc on pouvait rien mener de concret. C'était à partir de ces premiers résultats en 2022 qu'il y a eu des choses qui marchaient pas forcément comme nous on avait imaginé, qu'on a décidé, le 2CAE, de mener des entretiens aux habitants. Donc, c'est une étude aussi qui a été comparée autant toutes les données techniques avec ces entretiens sur le confort, la manière d'habiter, la manière de se comporter par rapport au volet, à l'ouverture des fenêtres les soirs, et comprendre pourquoi parfois la chaleur s'est stockée ou pas, et qui nous a permis de bien aboutir et pouvoir continuer en 2023 et 2024. Tous les bilans qu'on a fait, il a été comparé à ce type de comportement. Donc, et aujourd'hui, on est vraiment dans la phase de diffusion. Donc, merci. Merci. Je me suis rapproché un petit peu du micro, donc j'espère que c'était mieux. Euh, donc, je vais peut-être pas revenir trop longuement sur le programme qui a été bien détaillé par Sylvie. C'est une petite bâtisse 18e siècle dans laquelle on a eu pour mission de restructurer l'intégralité du bâtiment et créer 8 logements selon un programme donné. Donc 4 T1, 2 T2 et 2 T3. Voilà. Et le local disponible à rez-de-chaussée est devenu un local associatif. Si on peut passer à la slide suivante. C'est, Merci pour le retour un peu sur le contexte immédiat. En fait, je pense qu'il y avait vraiment urgence à agir sur ce bâtiment parce qu'il était dans un état de désuétude assez important, alors qu'on a un contexte aux alentours qui est assez exceptionnel. On a un bâtiment qui est en tête d'îlot, qui est orienté donc nord, est, ouest, qui donne sur sa façade est donc sur le Guy Saint-Médard, dont tous les intérieurs sont classés monuments historiques. On a une petite pourrette qui servait de garage il y a quelques dizaines d'années qui donne envie d'occuper ce lieu et de le donner aux habitants. Et puis on a une vraie placette de bourg qui est active, qui est animée, avec des restaurants, avec des cafés. Donc ce bâtiment, il est très visible, il a un contexte patrimonial et humain fort autour de lui, donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Et on va voir l'état du bâtiment sur les slides suivantes. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec lui. Et donc voilà, il y avait beaucoup de soucis, notamment sur les extérieurs. Il y avait des risques de ruines, notamment sur la façade est qui a été étayée et renforcée. Beaucoup d'enduits qui sont tombés et puis des problèmes d'infiltration qui, plus le temps avance, plus les choses s'empirent évidemment. Le bâtiment était squatté et au niveau des intérieurs, on était dans un état d'insalubrité, pardon, important. Donc, sur notre intervention, donc on voit sur cette slide à droite les plans de l'existant, qui étaient assez chaotiques, et à gauche, donc notre projet. Donc en fait, on a 2 niveaux d'étage courant sur un rez-de-chaussée, un niveau de comble, et on a un niveau de cave voûté exactement. Donc ce qu'on a constaté, c'est que le bâtiment était sain. Il n'y avait pas de dommages majeurs. Donc c'était le moment d'agir en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris à 100% toutes
tout le plan de l'intérieur. On a fait tomber l'intégralité des planchers qui ne répondaient plus aux normes ni acoustiques ni aux charges d'exploitation que l'on doit dans un projet de logement. Et on a revu toute la distribution interne du bâtiment en conservant l'enveloppe. C'est ce qu'on dit très bien sur les plans, puisque tout ce qui est rouge, c'est neuf. Tout ce qui est noir, c'est conservé. Donc, c'est vraiment l'enveloppe, la charpente qui a été conservée et le reste a été complètement revu. Donc, avec un rez-de-chaussée qui est occupé à 100% sur ces façades sur rue par un local associatif qu'on a repensé, agrandi et qu'on a pensé pour être le plus ouvert possible sur la placette. Et par la courette, on aménage un espace intérieur avec une petite séquence d'entrée, un espace un peu aménagé, mis à disposition des habitants, et un accès au hall, donc à l'angle en haut à gauche du bâtiment. De là, on accède au niveau, donc on a deux T1 et un T2 sur les étages courants, pardon, deux T1 et un T3 sur les étages courants, et dans le comble, deux T2. Voilà, et on a des logements qui sont, à l'exception des T1, tous à deux ou trois orientations et qui profitent de vues sur un environnement urbain assez exceptionnel. Pour l'approche, donc j'ai dit que c'était un projet d'enveloppe. Donc on a beaucoup travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour retrouver l'image qui avait pu être le bâtiment autrefois. On a pris la décision de retrouver toutes les modénatures qu'on a pu sur les façades principales qui donnent sur l'église et sur la placette. On a supprimé des chiens assis qui ont été créés avec le temps pour augmenter la surface habitable, pour créer des lucarnes à capucines qui sont des éléments qu'on retrouve beaucoup dans ce territoire-là. Et puis on a vraiment travaillé avec la BF, on a fait des ateliers, on a présenté les couleurs des matériaux, les couleurs des enduits, les types de persiennes proposées, etc., etc., pour avoir un projet le plus juste possible dans son environnement, tout simplement. Et sur la slide suivante, on revient un peu sur ce qu'on racontait sur on casse tout à l'intérieur, on refait tout à l'intérieur et on conserve l'enveloppe. Donc tous les planchers tombent, l'enveloppe est conservée, on rabaisse légèrement le plancher du niveau le plus haut pour donner plus de surface habitable sous les combles. Et on vient essayer de bousculer au minimum ce bâtiment qui a un certain âge. Et donc l'idée, c'était de ne pas le surcharger. Donc pour ça, en fait, on a fait le choix d'une ossature légère en acier qui viendra reprendre des planchers bois, donc solivage bois, avec des chapes sèches, donc des chapes en panneaux de fibre gypse qui permettent de ne pas avoir à couler des chapes en béton mec ou des choses comme ça qui ont un certain poids, mine de rien. Et il y a un seul élément béton qui a été vraiment ajouté dans le projet. C'est un radier qui va reprendre l'escalier de distribution des étages, qui est un escalier en bois également. Je pense n'avoir rien oublié. Donc, à partir de là, on a lancé le projet. On a trouvé un bâtiment qui était sain sous ses multiples couches d'isolants, d'enduits, etc. Et donc, on est venu refaire les planchers à partir du plancher le plus haut vers le plancher le plus bas, tout en démolissant petit à petit, euh, sans trouver de trop mauvaises surprises. Il y avait vraiment, enfin, c'était quand même un bâtiment robuste. Et à part quelques façades qui commençaient un peu à bouger, qui ont demandé des reprises, notamment un cerclage total de chaque niveau, donc avec des tirants en acier. À part ça, le bâtiment se tenait tout à fait. Donc le projet s'est bien passé et à partir de là, une fois qu'on a fait les planchers, on attaque l'isolation par l'intérieur en béton de chambre, pardon, en béton de chambre. Donc là, on a appelé un artisan pour former l'entreprise générale qui intervenait sur le chantier. Donc c'est Gérard Lenain, qui est venu avec sa machine à projeter du chanvre sur 3 jours, projeté sur l'intégralité du bâtiment. Donc c'est une cadence très rapide puisque il y avait à peu près
350 mètres carrés de parois, je crois. Tout ça a été fait à peu près en 3 jours. Et ensuite, derrière, il y a un temps de séchage qui est long, par contre, puisque c'est 1 centimètre par mois. Et puis, selon les saisons, ça peut bien sûr évoluer. C'est 10 centimètres par mois, Augustin, C'est 10 je centimètres par précise. mois. Ouais, C'est 10 centimètres par mois? ouais. Ok, donc en fait, c'est plutôt rapide. Voilà quelques détails sur les parois. Alors, on voit pas grand-chose. En tout cas, chez moi, on voit pas grand-chose. Mais sur la façade moellon, on est venu projeter depuis l'intérieur 13 centimètres de béton de chanvre. À l'extérieur, on a uniquement isolé par un enduit plat très chaud. En fait, on aurait pu apporter un apport d'isolation en projetant également un 4 centimètres ou 6 centimètres d'enduit isolant par l'extérieur, ce qui nous aurait permis de couper encore plus les ponts thermiques, etc. Sauf que le nombre de modèles nature sur la façade et le travail avec l'architecte des bâtiments de France ne nous a pas amené à apporter autant d'épaisseur sur la façade, parce que ça aurait voulu dire de reprendre vraiment en profondeur toutes les modèles nature existantes et tout, ce qui n'était pas forcément ce qu'on voulait ici. Donc on a juste isolé par l'intérieur. Et ensuite, on a en parallèle réfléchi aux sondes, et comme je disais, il y a eu des ajustements pendant le chantier à ce niveau-là. Donc on voit en haut à droite Laurent Bouly qui est en train de poser une sonde dans l'épaisseur du chanvre. Euh, et là, en fait, on a pris la décision de réfléchir sur différents types de doublage intérieur. Puisqu'à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était un doublage intérieur robuste, donc des plaques de Fermacell en l'occurrence, qu'on vient poser directement contre les tasseaux en bois qu'on voit qui sont voués à recevoir le béton de chanvre et qui sont en contact direct avec celui-ci, donc ce qui fait qu'on continue à avoir la continuité hygrothermique recherchée dans le mur. On s'est dit que ce serait intéressant de mettre des sondes dans un mur où on aurait aussi de l'enduit à la chaux et au sable pour voir si peut-être il y avait un mur qui réagissait mieux aux échanges hydrothermiques, etc. Donc tout ça, ça va être détaillé dans l'étude, dans la suite de cet exposé. Un petit time-lapse sur un des séjours. Et puis, voilà le résultat du projet, donc les fameuses modénatures qu'on a retrouvées, les lucarnes à capucines, des couleurs d'enduit, les couleurs de soubassement, etc. qu'on a travaillé. Et enfin, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de déposes de bois dans ce projet, tout ça n'a pas été perdu puisque une grande partie du bois est partie être réutilisé donc à l'époque à la caserne Exelmans pour construire un projet expérimental qui a été piloté notamment par LM Ingénieur et Studio Plus 1 pour faire voilà, un projet expérimental démontable construit sur un site Aurore. Et nous, on avait encore un peu de râpe de bois avec celui-ci. On a également fait notre petite structure voilà, avec l'aide du charpentier volant qui anime beaucoup de chantiers, qui forme à la charpente traditionnelle. Voilà, et puis quelques photos intérieures, extérieures avec l'escalier bois. Et puis le bâtiment aujourd'hui et son rapport à la placette. Et on arrive au bout pour moi. Effectivement, le CEREMA s'inscrit depuis toujours hein, à des expérimentations, hein, ça fait partie de son ADN. Il devient effectivement, certains le sauront déjà peut-être, hein, il vient en appui aux collectivités depuis déjà très longtemps, mais il fait aussi, dans le cadre du Climadapt, etc., il vient aussi à réaliser des expérimentations et de la recherche. Il s'avère qu'on a eu l'opportunité effectivement d'instrumenter donc ce bâtiment à Brunoy et ça permet aussi le CEREMA d'être présent sur ce genre d'activité. Et ça se poursuit puisque dans le cadre, le CEREMA doit aussi intervenir dans le cadre du projet Pythagore, où effectivement comment dirais-je,
le béton de chanvre sera suivi aussi. Donc, ça m'interviendra en termes pour mettre en place un dispositif pour le suivi, pardon, excusez-moi, pour le suivi expérimental donc d'évolution du béton de chanvre en termes d'isolation. Donc là, je ne peux pas en dire plus sur le projet de Pythagore parce que c'est vraiment un projet qui débute, hein. On n'a pas encore les instruments que l'on souhaite poser, mais c'est vraiment une expérimentation qui devrait être beaucoup, beaucoup plus globale, beaucoup plus ambitieuse. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, entendons-nous bien par rapport à ça, puisque le budget ne sera pas du tout le même. Mais en tout cas, je pense que c'était une bonne opportunité pour le CEREMA aussi d'apprendre, de comprendre un petit peu le comportement de ces matériaux un peu, enfin, considérés biologiques, mais qui sont aussi innovants. Il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà un petit peu sur l'activité du CEREMA dans le cadre on pourra éventuellement, je pourrais en dire plus éventuellement si ça intéresse certaines personnes. Merci Emmanuel. Merci. Donc, l'instrumentation, elle a été réalisée dans l'ensemble des logements. On a mis des sondes, le CEREMA, du coup, je mélange à chaque fois les termes. Donc, le CEREMA a mis des sondes dans les murs et des sondes d'ambiance intérieure, avec en général une sonde d'ambiance dans le salon et dans les chambres, ou bien uniquement dans le salon quand il s'agissait de T1. Vous avez devant vous le petit plan d'organisation des logements. On a 3 logements par niveau, sauf le dernier étage, au troisième, on n'en a que 2. Et on a à chaque fois une organisation, vous voyez, le 101, 102, 103 qui se déroule. Le 101 est orienté à l'ouest, le 202 à 3 orientations et le 103 est à l'est. Donc on a la même chose qui se répète sur les différentes hauteurs. Et donc on a dans l'épaisseur du mur positionné 4 sondes. Une première à l'interface entre la pierre et l'enduit et le béton de chanvre. Ensuite, on a réparti les sondes tous les 4 centimètres. Il y avait 12 centimètres de béton de chanvre. Et donc, la dernière sonde était à l'interface entre le chanvre et l'enduit. Voilà, je vais vous présenter les résultats en hiver et en été. Et ensuite, on va rentrer dans le comportement spécifique du mur et rentrer un peu dans le cœur du béton de chanvre. Donc, on a fait 3 campagnes de mesure, 3 années, de 2021 à 2024, avec 3 hivers. Vous voyez à peu près les courbes de température là en hiver sur les différentes saisons. Donc on a des hivers qui étaient relativement proches en termes de comportement, différentes périodes de plus ou moins froid selon les années. On a mis en dessous les degrés jours unifiés, voilà, pour essayer d'avoir un petit référentiel déperditif là sur chaque hiver. Donc on a les 2 premiers qui sont assez équivalents, le dernier qui est un tout petit peu moins froid. Voilà, mais grosso modo, on est à peu près dans les mêmes niveaux de température. On peut passer à la diapo d'après, du coup, où on commence je vais vous montrer un peu les premiers résultats. On est sur les courbes de température intérieure moyenne des logements. En haut, vous avez donc plusieurs données. Vous avez la courbe de température extérieure qu'on retrouve, hein, c'est celle du diagramme précédent. Et vous avez la moyenne de tous les logements, voilà, qui est prise ici en moyenne annuelle à 21,5 degrés. On est dans ce cas-là sur l'hiver 2022-2023. Et on a une moyenne, on peut le voir sur les 3 hivers, c'est les petites infos qui sont à droite, qui étaient de 21,8 sur le premier hiver, 21,5 sur le deuxième et 21,3 sur le troisième. Donc on a à chaque fois des températures moyennes qui sont assez équivalentes, assez proches. On va voir qu'il y a des différences entre les logements. Mais on a une moyenne, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on a une moyenne qui est assez élevée. Voilà, normalement, on serait censé avoir une température moyenne d'après les scénarios réglementaires qui sont bien sûr pas forcément très réaliste, mais comprise entre 19 degrés le jour enfin 19 degrés en période d'occupation, c'est-à-dire la nuit, et 16 degrés en journée quand les logements sont inoccupés. Donc, ce qui serait censé faire des températures beaucoup plus basses que celles-ci. Euh, je reste sur le diagramme précédent pour vous parler un tout petit peu des courbes du bas. Alors, c'est un tout petit peu peut-être barbare, mais il n'y a pas forcément lieu de regarder chaque courbe. Mais ce que ça montre, on zoome là sur une petite période d'hiver qui est le mois de décembre 2022. Et on voit les courbes des températures des différents appartements. Voilà, donc on retrouve les petits numéros qu'on a vus avant, le 101, 102 et compagnie jusqu'au 300, 312 tout en haut. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on voit une grande disparité. Voilà, il y a une grande disparité de comportement entre les logements. On a des logements qui sont plus confortables au niveau des températures moyennes, comme on l'a vu au-dessus, et c'est ce qu'on retrouve sur ce diagramme. Mais on a un usage très diversifié qui peut s'expliquer par différentes raisons. Déjà par un comportement des usagers.
On voit là des courbes bleu clair au début qui descendent très bas, qui s'expliquent par tout simplement, je pense, une ouverture des fenêtres à certaines périodes de la journée. Et on a aussi des questions de régulation différentes avec des robinets thermostatiques dans les logements, ce qui fait que les gens peuvent réguler eux-mêmes leur propre température. Donc l'un dans l'autre, ça peut expliquer des comportements relativement différents entre chaque logement. Voilà, on peut passer sur la diagramme sur le diapo d'après. On voit ici les courbes d'humidité relative. On est du coup sur un premier diagramme au-dessus. On voit les courbes sur tout un hiver, donc de l'année 2022-2023. On voit des valeurs qui sont relativement constantes, voilà, à peu près comprises entre 40 et 60%. Ça dépasse jamais 70%, ce qui est un point assez important. Et on a quelques périodes sous les 30% pour certains logements. C'est ce qu'on voit sur les courbes du bas en étant un peu plus zoomé encore sur notre mois de décembre 2022. Et on voit notamment que les logements les plus secs sont en l'occurrence ceux qui sont les plus chauds, c'est-à-dire ceux dont la température était comprise entre 21 et 26 degrés, quoi. Donc un niveau d'humidité relative un peu bas qui s'explique notamment par une température très haute, quoi. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on retient de toutes ces données, c'est des conditions de température et d'humidité tout à fait confortables. Euh, et puis une température un peu au-delà de ce qu'on serait censé, ce qu'on voudrait avoir d'un point de vue un peu de thermicien pour limiter les consommations énergétiques. On va passer du coup sur les consommations. Dans ce petit tableau sont recensées les consommations des différents logements sur les différents hivers. Donc du 101 au 302, on les voit s'échelonnent un petit peu les uns après les autres. Et on peut regarder déjà des consommations moyennes. Donc, on avait une consommation moyenne sur le bâtiment à 125 kWh par mètre carré chab. Le premier hiver qui est rapporté à 87 le deuxième et à 105 le troisième. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a, encore une fois, on retrouve cette grande diversité selon les logements, avec du coup cette question d'un peu de la régulation individuelle, mais pas que. Il y a aussi une question, notamment sur ce bâtiment de Brunois. On a eu la première année des problèmes d'équilibrage des réseaux, voilà, avec des logements qui étaient un peu surchauffés. Alors, donc, pas que à cause des robinets thermostatiques, ce qu'on voit très bien dans le cas notamment du logement 301, qui était à 484 kWh par mètre carré, ce qui est tout à fait excessif, sur ce premier hiver, qui a été rétabli du coup l'année d'après, et qui permet de retrouver un niveau de consommation plus cohérent. Euh, Petit point sur la consommation un peu théorique, qui est celle du calcul, qui était estimée à 66 kWh par mètre carré chab, euh, dans le cas d'une consigne à 21,5, qui n'était pas la consigne initiale, hein, mais c'est celle qu'on a recalée pour regarder à combien est-ce qu'on était dans notre modèle par rapport aux consommations réelles. Euh, et autre petit point qui me semble important de noter, c'est qu'on peut voir des cas un peu étonnants, c'est-à-dire qu'on a des logements qui sont certaines années à un niveau de consommation voilà, de données. Par exemple, on va prendre un cas d'un logement à 72 kWh par mètre carré et une température moyenne de 1,1, pardon. Et on a des cas un peu étonnants où l'année d'après, il se passe à 165 pour une température moyenne globalement équivalente à 20,3. Donc, c'est encore une fois cette question un peu de comportement, voilà, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est vraiment l'objet après, de toute façon, c'est une vraie problématique dans la réalisation, c'est qu'on ne maîtrise pas le comportement de l'usager et dans le neuf aussi. Mais on essaie d'offrir un bâtiment qui permet aux utilisateurs de se trouver dans un environnement le plus stable possible et le plus équilibré avec le moins de variations possible de température et d'humidité. Donc, c'est notamment un des arguments pour le béton de chanvre qui apporte cette stabilité, comme on l'a vu dans les courbes précédentes, qui vont faire que la régulation sera plus facile à gérer, à la fois par les équipements, mais aussi par les utilisateurs. Voilà. Oui, Euh, je me permets 2 minutes, Laurent, de dire, c'est là qu'on avait comparé avec les entretiens qu'on avait menés. Il y avait des personnes qui n'ouvraient jamais la fenêtre la nuit, donc le réfléchissement se faisait pas, et donc on avait vu que l'appartement il était toujours en chauffe. C'était à cause de aussi cette aménité au centre-ville avec des bruits, des bars et des petits restaurants en face en été
qu'ils ne permettaient pas d'ouvrir et donc des personnes qui jamais ils ont utilisé pour l'ouverture en hiver des volets, tout le temps il avait les volets fermés, donc le soleil ne permettait pas d'entrer. C'est ça qu'on a voulu aussi comparer par rapport à valeur réelle, valeur d'usage. Mais bon, c'était une manière de compléter plutôt. Et du Merci. coup, on avait mis le CEREMA a recalé les étiquettes énergétiques, ce que vous voyez dans la diapositive précédente, pour situer le bâtiment, enfin une étiquette au bâtiment. Et donc l'étiquette initiale enfin le bâtiment qui était classé en G s'est retrouvé après rénovation en étiquette D sur la base des consommations réelles du coup. Et ils ont fait un petit exercice, c'est qu'ils avaient, étant donné que le bâtiment est chauffé avec une chaufferie collective au gaz, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ils avaient fait l'exercice de voir ce que ça donnait si on remplaçait la production d'eau chaude sanitaire par des ballons thermodynamiques individuels. Et permettait de passer en étiquette C, voilà, à 100, 144 et 29 kg de CO2. Ce qu'on voit sur les petites étiquettes à droite. Et tout ça, ça nous permet ils ont aussi recalé le bâtiment de Brunois dans une base de données qui est la base de données Phébus de 2015, qui recense une centaine de bâtiments, un peu plus d'une centaine de bâtiments, en région H1A, donc la région de la réglementation thermique, c'est la région nord, enfin, parisienne et un peu au-dessus vers la Normandie nord-ouest. Et donc le bâtiment de Brunois se situe autour des 30, 25, dans les 25 premiers pour l'année 2022-2023 et en 23-24 à 105, il se situe à la 31e place. Donc ça montre que ce bâtiment réhabilité, dans un parc existant qui comprend voilà, tout type de bâtiment, il se situe voilà, dans le premier tiers. Ce qui est quand même malgré tout une donnée assez intéressante. Alors, il y a quelques questions, mais je pense que on aura le temps d'y revenir après. Oui, Voilà, on continue du coup dans notre progression. On passe sur la question de l'été. Donc les étés, vous avez ici deux courbes de température extérieure sur les étés 2022 et 2023 pour un petit peu vous rappeler, moi, je pense que tout le monde s'en rappelle un peu ce qui s'est passé. On a eu trois épisodes de canicule en l'été 2022 et donc un été chaud, hein, parce que un des plus chauds que la France ait connu. Sur toute son histoire. Et l'été 2023, où on a un été qui est un peu plus mitigé, c'est avec des températures moyennes qui vont être un peu plus basses. Mais malgré tout, des pics de forte chaleur très prononcés, notamment en juin, juillet et en septembre. Là, c'est des petits épisodes qui sont entourés par des cercles sur les courbes. Et encore une fois, en dessous, on a remis les degrés jour unifiés voilà, pour revoir à peu près où est-ce qu'on se positionnait. On était à 523 en 2022 et 512 en 2023. Donc le degré jour unifié, c'est grosso modo le nombre de temps passé avec une température au-dessus de 18 degrés. Euh, et donc on a deux étés 2022-2023 qui sont assez équivalents et un 2024 par contre qui est un tout petit peu plus frais. Ça nous permet de présenter les résultats donnés par le CEREMA dans ce tableau. Ils ont calculé les degrés heure et le confort intérieur en été pour les différents logements, un peu comme on l'a fait pour la consommation, sur les étés 2022-2023. Euh, Ils ont fait ce calcul voilà, pour se confronter un peu au référentiel de la RE 2020, voilà, qui donne des seuils à respecter. Donc un petit mot rapidement sur ce calcul de degrés heure, c'est la courbe qu'on voit qu'on voit en bas à droite, pardon. C'est le nombre de degrés par heure où on dépasse une consigne. Voilà, la consigne de la réglementation, vous voyez, c'est la courbe en rouge. Elle est de 26 et 27 degrés, voilà, en nuit et jour. Et donc on va cumuler les degrés par heure en les semant sur une journée et ainsi de suite sur tout l'été, qui dépassent les consignes. Donc, dans le cas de Brunois, on voit qu'on a un ensemble de bâtiments qui sont globalement très confortables, qui sont tous en dessous du seuil haut de la rue 2020, sauf un cas particulier dont on va parler, du logement 301. Et on a même beaucoup de logements qui sont en dessous du seuil bas, avec la valeur de 350. Donc, c'est-à-dire une grande majorité de logements très confortables, malgré des usages très différenciés, comme l'expliquait Marcella juste avant, avec forcément, tout le monde ne fait pas forcément l'usage le plus adapté, avec une ouverture des fenêtres plutôt la nuit et pas le jour, et on protège du volet le jour, et on peut
pas la nuit. Bon, la nuit, on a quand même envie d'avoir un peu de noir. Un petit mot sur les deux logements du dernier étage, en fait, qui n'avaient pas de protection solaire extérieure, bah, à cause de tout simplement des problématiques de façade, hein, pas possible de les intégrer, et qui n'avaient même pas non plus enfin juste du coup des petites protections, des stores ou rideaux intérieurs, mais qui n'étaient même pas là à la livraison de mémoire. Il faudra poser la question à Augustin, il pourrait peut-être nous dire. Euh, autre petit point important, je reviens sur ces questions qu'on a évoquées sur le chauffage. On a des problèmes de équilibrage des réseaux et on a aussi des questions de logements qui étaient aussi chauffés en été. Voilà, on a eu des relevés d'index de chauffage positifs sur certains logements en été, même de manière assez importante. On voit, c'est un peu ce que j'avais noté, 53 kWh par mètre carré pour le 203, ce qui est assez important. Donc, ouais, ce qui explique aussi des fois des températures pas forcément adaptées pendant ces périodes-là. Euh, on retrouve un peu ces données là dans les courbes. Alors, vous avez les courbes du haut, c'est les heures cumulées de température pour les différents logements. On voit les deux cas extrêmes, le 101 qui est le plus frais et le 301 qui est le plus chaud. Dans le 101, on n'avait pas plus de 5 jours au-dessus de 28 degrés sur tout l'été 2022. Et dans le 300, par contre, on avait 3 semaines cumulées. Voilà. Il y a déjà une différence aussi d'exposition entre les logements. Il se trouve que dans ce projet de Brunois, les façades ouest sont plus protégées du soleil que les façades est parce qu'il y a plus de masques. Et donc, on avait des logements à l'est globalement toujours un peu plus chauds que les logements à l'ouest, ce qui est tout à fait normal lié enfin, à cause de cette question d'ensoleillement. Euh, si on zoome un petit peu sur une période chaude, sortie de canicule, sur les courbes du bas, sur les températures dans les trois logements du deuxième étage, les 201, 202, 203, on voit la courbe de la température extérieure en vert, qui est celle qui a les plus grandes amplitudes, et on voit les températures dans les logements. Donc on voit deux logements qui sont très proches en comportement, qui sont le 201 et le 202. Et on voit le 203 qui est un peu différent, qui est celui où il y avait notamment du chauffage. On voit qu'il a du mal à descendre en température parce qu'il y a du chauffage, ce qui est un peu problématique. Mais surtout, on voit dans les logements qui ne sont pas concernés par ça, l'amortissement de 6 à 8 degrés des températures extérieures, qui est tout à fait conséquent et qui permet d'atteindre ce niveau de confort dans l'ensemble des logements. Voilà, sauf quelques petits cas particuliers comme le 203. Donc un bilan voilà, globalement positif dans ces cas de confort d'hiver et d'été. Et pour revenir sur nos questions de comportement de béton de chanvre, ce qui était un peu la partie qui nous intéressait, on va regarder ensemble deux diapos sur le comportement en hiver et en été, et regarder ce qui se passe au niveau des températures dans les sondes. Alors vous avez un petit schéma en haut qui présente l'évolution des températures sur une journée. Dans la maçonnerie, on a les températures extérieures à gauche et la température à l'interface chaud-chauffe qui est notre capteur 1 qui est à droite de la partie grisée qui correspond au mur. Et en jaune, vous avez ce qui correspond au chanvre. Et on a les quatre capteurs, du coup, dans le chanvre, celle à l'interface pierre-chanvre au niveau du gris et du jaune, les deux autres au milieu, et puis la dernière qui est au niveau de l'interface avec l'enduit, parce qu'on est ici dans le cas du bâtiment du logement 202 qui avait de l'enduit. Et on voit du coup comme ça l'évolution pendant une journée des températures au sein de ces éléments. Donc, une chose qui est assez importante de noter, c'est qu'on retrouve la non-linéarité qu'on avait dans l'expérience de l'université de Bath, menée par l'université de Bath par Mike Lawrence, avec ce comportement spécifique là, du béton de chanvre, sachant que là, les courbes qu'on a présentées, elles sont dans une période chaude, mais pas non, froide, pardon, mais pas non plus extrême, parce qu'on est en octobre. On a vraiment tout début d'hiver, on a des températures extérieures qui varient entre 7-8 degrés et 18, grosso modo. Donc, on n'est pas sur la partie la plus froide de l'hiver. Et donc, on a déjà voilà, c'est l'expression de cette non-linéarité dans le béton de chanvre liée à la migration de vapeur et à sa condensation dans le mur qui fait cet effet de paroi chaude. Et donc, ce comportement vraiment très spécifique du béton de chanvre qui, voilà, je reviens sur un peu les objectifs initiaux de ce type de rénovation, de réhabilitation. Pour nous, c'est trouver un matériau qui soit adapté à la maçonnerie ancienne, déjà en termes de comportement hygrothermique. Donc, par sa capillarité, le béton de chanvre, il va apporter une continuité capillaire avec la maçonnerie. Et ensuite,
il va permettre par ses effets de changement de phase d'apporter, de prolonger l'inertie intérieure jusqu'au nu intérieur du mur. Voilà, donc en fait, on isole en conservant les qualités de la maçonnerie. Je crois que c'était un peu ça, ça a toujours été ça notre moteur pour mettre en place ce type de disposition dans le bâti ancien. Autre point important, et ça rejoint une question là, qui avait été posée, est-ce qu'il y a des risques de moisissure? La particularité du béton de chanvre, c'est qu'il va un peu gérer lui-même l'humidité. Et ce qu'on peut voir dans ces courbes, c'est qu'on n'a jamais d'humidité relative qui est supérieure à 90% en tout point du mur. Donc, il n'y a jamais de risque de condensation. Et donc, une fois que le béton de chanvre est sec, il n'y a pas d'humidité de moisissure spécifique qui va se développer dans le chanvre. Et notamment dans le cas d'une isolation par l'intérieur, on n'a pas de pare-vapeur parce qu'on n'a pas de problème de condensation. Donc on a un mur qui reste isolé, perméable avec de l'inertie. Voilà. On va regarder ensuite petit zoom sur la partie estivale pour essayer de conclure sans trop tarder. On a le même type d'analyse en fait avec encore une fois les températures sur une journée chaude euh, en période d'été. On est sur la période chaude là, du mois de septembre 2023, qu'on voyait dans les courbes tout à l'heure sur les périodes annuelles. Et encore une fois, on observe cette non-linéarité. Et quelque chose de très intéressant, ce qu'on voit dans le mur, c'est qu'on va notamment, on peut regarder l'humidité relative dans un premier temps, qui sont les courbes bleues. Et on voit que l'humidité relative la plus élevée, elle est au niveau de la jonction chanvre-maçonnerie, sachant qu'en période d'été, l'humidité va de l'extérieur vers l'intérieur. Et on voit vraiment le point d'humidité le plus bas qui est au niveau du capteur 2. Et par contre, la température la plus froide dans le mur qui est au niveau du capteur 3. Voilà. Donc, ce qui va se passer dans les 8 premiers centimètres, on va avoir ce phénomène voilà, qu'explique Augustin tout à l'heure de changement de phase en été qui va faire qu'on a un mur qui se comporte comme une paroi froide et qui va rafraîchir l'ambiance intérieure. Sur la question ventilation, la ventilation qui a été mise en place, c'est une ventilation simple flux avec modulation du débit selon le taux d'humidité intérieure, donc une ventilation hygrothermique. Euh, et donc, voilà, il y a toujours des questions sur les débits de ventilation. Il se trouve que c'est toujours un sujet délicat dans le logement et dans l'habitation, mais l'avantage là, c'est qu'on a cette capacité de régulation de la paroi qui fait qu'on est moins sujet. Je donne un exemple, hein, si la ventilation tombe en panne, a priori, moi, j'ai pas trop de crainte sur le taux d'humidité intérieure. J'ai pas peur que ça explose comme ça pourrait être le cas dans un bâtiment un peu plus type thermos. Voilà. En général, donc le béton de chanvre ne peut pas faire sa propre étanchéité à l'air. C'est l'enduit, comme vous le disiez tout à fait justement, qui fait l'étanchéité à l'air. Dans notre cas, on vient projeter sur de la maçonnerie qui, du coup, a sa propre étanchéité. Et en fait, alors, complété par le milieu extérieur, mais c'est en tout cas l'existant, c'est en tout cas des ouvrages existants qui vont faire l'étanchéité à l'air. Voilà, donc le béton de chanvre, il vient un petit peu en complément et c'est vraiment maçonnerie et son enduit qui va assurer ce rôle. Bah alors, du coup, on n'a pas forcément de retour sur l'efficacité enfin, s'il y a des pannes de fonctionnement de la ventilation, de choses comme ça. Il n'y avait pas d'éléments qui permettent de vérifier ça. C'est une ventilation collective, donc c'est que le ventilateur, par contre, il marche. Ça, c'est peut-être à Habitat Humanis de dire s'il y a eu des problématiques de panne, mais je ne crois pas. En tout cas, nous, enfin, le travail du CEREMA n'a pas relevé de taux d'humidité excessif, de pathologie. Alors, les données qu'on a, c'est l'humidité intérieure et celle au niveau des sondes. On n'a pas forcément de données de sondes au niveau, je ne sais pas moi, d'une jonction plancher-façade. Après, on reste, donc on n'a pas forcément cette donnée-là. Ouais, ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de pathologie. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a eu en sortie de chantier un tout petit point justement de condensation en tableau au rez-de-chaussée dans le local, enfin ce qui devait être le local commercial qui était du coup un autre, qui est ce local. Parce qu'à ce moment-là, justement, il n'y avait pas de ventilation dans ce local. Il y a eu la production d'humidité, je ne sais plus trop pour quelle raison, mais il y a eu une humidité entrante excessive. Et du coup, on a eu ponctuellement sur un tableau de fenêtre une apparition d'une petite tache d'humidité. Voilà. Du coup, on a traité après quand la ventilation a été mise en place. Voilà, c'est le seul truc qu'on a eu. Donc voilà, ce petit accident-là.
Sinon, aucun phénomène visible qui témoignerait d'un problème d'humidité dans les matériaux de construction. Je prends la parole, habitat humanisme, mais j'ai peur de pas pouvoir vous renseigner beaucoup, Augustin. Toi qui as suivi le projet avec David au début, j'ai peur que ce soit un peu un point faible, l'accompagnement des locataires sur le savoir habiter dans ces logements. Je peux juste dire que c'est les logements dont je vous ai parlé, qui sont temporaires et qui accueillent un public très fragile. C'est des gens qui sont déjà très contents d'avoir un logement. Après, on peut leur expliquer des choses au début qui sont pas forcément intégrées rapidement et il y aurait sans doute une méthodologie un peu plus impactante à faire dans un nouveau projet pour qu'effectivement il y ait un meilleur suivi du comportement des locataires. Mais c'est extrêmement difficile et le fait qu'il y ait des chauffages en été, ça montre bien à quel point, voilà. C'est Oui, justement, si je peux me permettre de rebondir, c'est un peu l'objet de l'expérimentation Pythagore qui est en phase initiale. Justement, on va mettre en place des bétons de champ, en milieu contrôlé, afin de mieux connaître le comportement. Et justement, il n'y aura plus cette variable peu aléatoire du comportement des usagers qui, effectivement, ça revient à maintes reprises dans le rapport qui a été remis, qui a été rédigé, qui était effectivement difficile à connaître, difficile à contrôler. Donc voilà, donc, si le projet Pythagore peut aboutir, on espère qu'il aboutira, ce sera effectivement vraiment un comportement in situ. Je peux compléter pour rapport aux entretiens qu'on avait menés avec un quart des CAE 77. Et on a fait 6 logements et donc les 6 comportements complètement différents. Et même dans les cas de poser quelques questions pour rapport au confort, et la personne aussi dans une situation eh, qui vient se loger d'une situation très précaire préalable. Et puis la notion de confort, c'est aussi différent quand on pose ces questions-là. On entre dans une communication pour rapport à la situation précédente. Il trouvait déjà le confort de pouvoir se loger. Donc, finalement, le confort de température et tout vient avec une situation d'installation, de pouvoir y habiter, loger. Donc, mais on a fait aussi les entretiens avec les personnes qui suivent les habitants. Et donc, il y a tout un cas de problématiques qui fait que la sensibilisation vient avec une autre caractérisation des quotidiens, on va dire. C'est vrai on a des petites différences sur des pièces de vie, pièces humides, notamment sur un logement qui était le 202. Alors, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails, mais il y a un rapport qui va être produit, je crois, qui va être diffusé par la suite, hein, qui est en cours de finalisation, qui est quasiment bouclé. Et, euh, ces comportements qui peuvent être liés, qu'on est encore en train de s'interpréter, notamment à la fois la question de l'orientation. Donc, on a une pièce humide qui était plutôt côté est et chambre côté ouest. Donc, déjà deux différences en termes d'apport interne qui sont non négligeables. Et aussi, il y a aux questions de production d'humidité. Donc, en tout cas, on note des choses, des comportements différents dans le mur qui sont liés à ces différents entrants, quoi. Bah, du coup, l'objectif, c'était, il y avait aussi une question sur ça, c'était un niveau de consommation type bâtiment basse consommation, rénovation, avec 104 kWh d'énergie primaire par mètre carré, même s'il n'y avait pas de label ou de certification. Donc ça restait un objectif qu'on s'est fixé et qu'on a vérifié, pas un calcul des consommations, mais il n'y avait aucun label ou chose derrière, donc voilà, c'est quand même un point important. Et donc c'est ça qui a permis voilà, qui a conditionné plutôt l'épaisseur mise en œuvre de 12 cm. C'est toujours un compromis entre le niveau de performance, le budget de l'opération, les surfaces habitables sur un bâtiment qui n'est pas non plus énorme. Donc c'était un peu notre compromis sur cette opération. Je complète juste en disant qu'en général, on peut voilà, avoir des épaisseurs qui peuvent varier entre 10 et 18 cm peut-être dans l'area. Je sais pas, ça dépend un peu de chaque cas, mais selon le niveau de performance souhaité, on va être sur ce type d'épaisseur. Voilà.
Moi, j'aimerais bien ajouter le fait qu'en fait, l'intérêt de l'instrumentation, c'est aussi de mettre en valeur les marges d'amélioration du bâti ancien, parce qu'en fait, vous le savez tous, on entend parler de mise à l'écart des bâtiments construits avant 48 parce qu'on considère qu'ils sont trop consommateurs sur le plan énergétique. Et on voit des centres-villes où on a de l'isolation qui se fait par l'extérieur, devant des façades protégées, dans des périmètres qui sont donc soit en périmètre ABF ou autre. Et donc, on voulait montrer qu'il y a d'autres solutions. Donc, l'exercice qu'on fait, Habitat et Humanisme et toute son équipe, c'est ça l'enjeu, hein, c'est qu'on a 33% des logements en France qui sont construits avant 48. Donc, c'est tous nos centres-bourgs, nos centres-villes sont concernés par la problématique. Donc, ça aussi, ça peut être un sujet d'échange avec vous au-delà des éléments purement techniques et scientifiques qu'on vient de vous partager. Nous, on a déjà fait une intervention avec l'Association nationale d'ABF et on voudrait bien continuer, et c'est la mission aussi de CAE, de pouvoir continuer à parler de cette expérience et que c'était vraiment une aventure de quelques années et pouvoir continuer aussi à évaluer dans les années qui suivent, c'est-à-dire cette année, l'année prochaine, 2026, et voir le comportement. C'est surtout adapté aux maçonneries anciennes. Après, le béton de chanvre, ce qui se passe, c'est qu'il réagit un tout petit peu enfin, pas un tout petit peu, il réagit aussi en aller-retour avec l'intérieur. Donc, je pense que sur des cas, l'appliquer sur un matériau étanche, il faudrait un peu se poser la question et faire une étude complémentaire pour vérifier si tout va bien. Mais en tout cas, dès qu'on a un matériau qui est au moins un petit peu perspirant comme de la maçonnerie, il n'y a aucun sujet, c'est parfaitement adapté. Ce que je sais, c'est que c'est un projet qui a été fort bien financé par à la fois l'État, le département, la région, et que c'est pas le cas dans toutes les villes et dans tous les départements. On n'aurait probablement pas pu financer ce projet dans d'autres endroits. Je sais pas, il y a eu un concours de circonstances. Et la ville a été aidante puisque du coup, elle nous a donné une grosse subvention pour pouvoir acquérir le bâtiment. Enfin, voilà, il y a eu un concours de circonstances. C'est un projet qui est très bien financé, qui a été très bien financé par les collectivités locales et l'État. Mais c'est pas reproductible à tous les coins de rue. Il faut bien le dire. Bah, ils sont à peu près au milieu de la maçonnerie, mais il y a un retour d'isolant en tableau, Ouais, en fibre justement, de bois. pour ce sujet de profondeur de tableau, effectivement, on a repositionné les fenêtres à peu près là où elles se situaient dans l'état d'origine. Donc, on a un retour extérieur en enduit, un retour intérieur en béton de chanvre sur une épaisseur de. Non, est-ce qu'on avait mis. Non, on avait mis de la fibre de bois en retour. Fibre de bois en tableau, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Pour la question du terre-chanvre, nous, on l'a expérimenté sur un projet à Biganos, où il avait été demandé d'utiliser de la terre très locale, issue d'une carrière vraiment à proximité. On a fait des essais avec un charpentier de mise en œuvre de. Donc là, on était en construction bois, donc c'était pas tout à fait la même technique. On n'était pas en terre chanvre projetée, mais plutôt en terre chanvre coulée dans des caissons en bois. On a eu des problèmes de séchage, des problèmes de moisissure aussi, puisque je pense, tu me corrigeras Grégoire, mais que la chaux vient aussi peut-être rendre le matériau la chaux chanvre plus inerte face à certaines moisissures ou bactéries. Et donc en fait, on a un peu abandonné cette technique. Il y a aussi une question de poids et de mise en œuvre qui était compliquée. En revanche, on a développé des briques en terre allégée à l'aide de chanvre. Donc moi, étant à Paris, j'ai pas forcément tous les retours là-dessus, mais je vous invite à vous tenir renseigné sur notre projet à Biganos, qui vient d'être livré par Aquitanis
Et je pense qu'il va y avoir pas mal de communication autour de ce projet. Pour compléter là ce que tu dis, Augustin, déjà nous, on n'a jamais mis en œuvre de terre chanvre. C'est des mélanges qui fonctionnent, hein, qui sont stables, qu'on peut projeter, qui ont un niveau de performance thermique qui est très intéressant aussi. Et puis c'est de la terre, donc c'est super, hein. Et donc par contre, c'est la question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est cette question du comportement à l'humidité. Ce que je sais juste, c'est que la particularité de la chaux, c'est que en fait, et notamment de la chaux majoritairement aérienne, c'est un peu ce qu'on on se défend à mettre en œuvre dans les projets, c'est qu'en séchant, elle fait sa prise à l'air et en fait, en séchant, en fait, elle crée un réseau capillaire dans le chanvre qui permet du coup ces phénomènes de changement de phase dans le matériau. Donc la Terre, c'est un matériau différent, mais donc je ne suis pas capable de répondre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être amené à se développer, ça c'est sûr. C'est là Emmanuel Duc qui parlait d'un projet qui s'appelle Pythagore, qui a été voilà, qui est en cours, qui est financé par l'ADEME. Qu'on fait avec eux. Et il y a un autre projet qu'on a aussi en lien avec Construire en chanvre et encore une fois le CEREMA, ça s'appelle Nécessité. C'est sur justement le développement des solutions béton de chanvre en ITE. Donc pareil, qui a vocation à pouvoir aller plus loin dans la connaissance et la diffuser à tout le monde. Nous, pour l'instant, on a juste une expérience d'une isolation par l'extérieur par ITE, d'une école dans le Gâtinais à Perth-en-Gâtinais. Le chantier il est en train de se terminer, donc dans lequel on a rapporté une ossature et on a mis entre 15 entre 14 et 16 centimètres à l'extérieur en isolation par l'extérieur. Voilà. Effectivement, en fait, on a été, comme je l'exposais tout à l'heure, on a été assez dirigé. Enfin, nous, on a joué le jeu avec plaisir de faire d'avoir une approche très patrimoniale, mais ça a fait aussi que sur certaines proportions de fenêtres à créer, donc notamment les lucarnes et les Velux en toiture, pour le coup, on avait zéro marge de manœuvre. Et sur la question des occultations non plus, puisque les persiennes extérieures sur les lucarnes étaient refusées. Et sur les Velux, les occultations extérieures sur des Velux, déjà c'est pas banal. Et en plus là, ça peut être vu comme une verrue hein, sur un bâtiment comme ça. Donc là-dessus, c'est juste des stores textiles intérieurs qui doivent juste avoir un côté très occultant, mais c'est bien évidemment pas suffisant pour des logements sous comble. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié par le calcul. Euh, Cela dit, les combles, je sais plus si tu avais précisé, Grégoire, moi j'ai omis de le faire tout à l'heure, mais les combles sont isolés en fibre de bois. Donc il y a quand même un fort déphasage thermique qui ralentit la montée en chauffe du bâtiment à ce niveau-là, mais il y a moins d'apport hygrothermique dans ces logements-là, puisqu'on a du béton de chanvre sur 1 mètre ou 1,20 m de haut, uniquement en pied de pont. On essaye et on va essayer aussi l'année prochaine de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, Sylvie, ce sont des populations qui sont aussi 200 installées, ils vont continuer son parcours de vie. Et donc, la manière de pouvoir refaire des entretiens pour voir s'il y a un comportement qui a changé, qui nous permet de faire un comparatif, et sachant que c'est toute la question des problèmes des entretiens, ce sont des personnes avec complètement des phases aussi de travail, donc des personnes qui travaillent la nuit toute la journée volets fermés et la nuit pas d'ouverture et tant qu'il y a un été, le bruit, comme je disais, du restaurant en face. Donc il faut pouvoir imbriquer tout ce type d'informations pour pouvoir faire une analyse un peu plus fine des réels usages. Mais on va essayer de le faire. D'un point de vue du sol, le sol est un peu compliqué à Brunoy parce qu'il y a un peu justement d'eau qui passe pas très loin et le sol est relativement mauvais, donc on a eu beaucoup de problématiques structurelles de faire des renforcements ponctuels de fondation, mais en restant dans un environnement de sol homogène qui était par ailleurs non acceptable d'un point de vue justification géotechnique, mais qui était pour nous la bonne solution d'un point de vue bâti. Mais donc il y a un peu d'eau dans le sol.
On n'a pas non, relevé de pathologie au niveau des pieds de mur, de choses comme ça. Il y avait quand même au départ un bâtiment assez sain, il y avait des caves assez saines, pas trop humides, bien ventilées. Donc voilà, ça fait déjà une bonne partie du travail. Quand même, actuellement, il y a quand même des problématiques d'humidité dans le sous-sol, uniquement dans le sous-sol. C'est des remontées capillaires du sous-sol, je pense. C'est pas lié au projet. En fait, je pense que le sol était très simple parce qu'il y avait un sol en terre battue qui lui aussi avait son apport hygrothermique. Donc ça, plus une ventilation naturelle suffisait à maintenir un taux d'humidité acceptable dans le sous-sol. Il y a des parties qu'on a dallées malgré tout. Alors on a essayé de d'aller un minimum. Je crois qu'il y a juste une zone qui a été dallée et sur laquelle on avait renforcé la ventilation en se disant si on n'a plus l'apport et un peu l'absorption, désorption du sol en terre crue, on va compenser ça par une surventilation. Mais visiblement, d'après ce que tu dis, Sylvie, c'est pas forcément suffisant. On aurait peut-être dû laisser le sol en terre battue, ou mettre des tapis, je sais pas, faire autrement, quoi. Et laisser le bâtiment respirer à 100%. Les montants, ils sont là pour tenir le panneau de ferme-à-sel. Ils pourraient servir à régler, on pourrait faire un réglage avec et après les déposer, les enlever. Ça, c'est des choses qui se font des fois. Mais là, en l'occurrence, ils sont là pour tenir les ferme-à-sel. Dans des cas comme ça, ce qu'on met en général pour les prises électriques, c'est des petits boîtiers électriques, enfin des petits manchons qui vont être fixés dans la maçonnerie, qui vont faire l'épaisseur des 12 centimètres dans lequel on va venir pouvoir fixer le boîtier. Et l'autre question, à partir de quand mettre le fermacelle, ben, c'est toujours un peu un sujet, ça rejoint le sujet du séchage, hein. La théorie, c'est 10 centimètres à mois, grosso modo, sur un mur en béton de chanvre, plutôt quand il est ventilé des deux côtés. Donc, on va venir tester un peu limité. Il faut savoir que le fermacelle, il peut continuer à sécher avec le mur. Il peut un peu se tacheter. Des fois, ça nous arrive de projeter un mur sur du fermacelle quand on fait un mur neuf. Et dans ce cas-là, l'humidité peut passer à travers lui et il sèche derrière. Euh, Par contre, après, on va attendre qu'il soit bien sec pour faire les peintures. On va les mesurer de temps en temps l'humidité pour attendre pour la peinture, quoi. C'est un peu ça, le dernier credo, c'est la peinture. Il y a des entreprises qui sont formées, donc il y a une formation construite en chambre, hein, que doivent avoir chaque entreprise qui met en œuvre du béton de chanvre. Et on a souvent eu des cas, ou soit on fait appel à des entreprises qui sont déjà formées. Ça nous arrive d'aller chercher, comme dans ce cas de Brunois, une entreprise qui n'est pas formée. Dans ce cas-là, elle fait sa formation sur le chantier. Là, c'est ce qui s'est passé. Les 3 premiers jours de projection, c'était avec le formateur. Et du coup, ça a rentré dans le cadre de leur formation. Donc, Construire en chambre, ils sont là pour mettre en place ce type de formation auprès des entreprises. Donc, voilà, les choses sont quand même en place. Et on peut aussi louer des machines. Et ils avaient loué la machine sur le chantier. Ils n'étaient pas propriétaires de la machine. Voilà. Après, c'est vrai que l'entreprise toute seule a eu pas mal de mal à trouver le réseau nécessaire pour se former. C'était compliqué, il y a visiblement peu de machines de projeteuses disponibles aussi. Donc là-dessus, il y a eu un gros coup de pouce de la part de LM Ingénieur pour mobiliser quelqu'un pour qu'on puisse former l'entreprise dans les temps et ne pas prendre de retard sur le chantier. Parce que si on n'est pas acculturé à ce genre de questions constructives, je pense que le réseau est à peu près inexistant et les entreprises qui se risquent là-dedans se disent bah, c'est facile, c'est comme un enduit projeté en fait, je sais le faire. Et du coup, on peut se retrouver devant des points de blocage. Donc, il faut vraiment, quand les entreprises ne sont pas certifiées, il faut quand même les sensibiliser au fait qu'il y a de la technique, il y a du savoir-faire à apprendre. Et puis aussi, il y a un marché important pour des petites entreprises, tout corps d'État ou des petites entreprises de maçonnerie, parce que ça soit des blocs de chambre ou du chambre projeté, c'est quand même des techniques qui sont très proches des techniques des maçonneries. Donc là-dessus, il y a vraiment
des techniques, donc il faut que les entreprises s'emparent. La question de respiration, je pense que c'est parce que j'ai parlé aussi de la respiration du sol et du sous-sol. C'est un peu ce que je disais en introduction, c'est ça qui nous fascine dans ce matériau, le béton de chanvre, c'est que c'est vraiment un matériau qui fonctionne avec les éléments et que nous, on ressent sur notre épiderme et qu'on ressent immédiatement, quoi. Et ce côté de penser un bâtiment non pas en termes de performance et de lambda et de R, etc., mais plutôt en termes de quelle est la bonne quantité de matériaux que je dois mettre sur le bon support pour avoir une qualité de confort et une durabilité de bâtiment maximale, sachant en plus ces matériaux derrière peuvent éventuellement être recyclés. Il y a quelque chose d'hyper vertueux qu'on a envie de pousser.